Fin de saison, il est donc temps d'établir le bilan des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2004, des Aigles de Carthage. Je parle bien entendu de la Tunisie. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, dans le cadre de cette mini-série, je fais le bilan de plusieurs sélections nationales. J'ai commencé par les sélections nationales africaines, j'ai déjà fait l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal. Aujourd'hui, on a la Tunisie et il y aura encore plein d'autres sélections nationales africaines et peut-être aussi non africaines. Donc si vous n'êtes pas abonné ou même si vous êtes abonné à la chaîne, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous êtes environ 70% à regarder les vidéos sans être abonné. Si vous êtes abonné et que ce concept vous intéresse, n'hésitez surtout pas à activer la cloche des notifications parce qu'au-delà de ce concept, il y a une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été. Donc surtout, restez branchés. Mais avant de commencer, permettez-moi de remercier et de vous présenter le partenaire du jour, CyberGhost VPN, leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. C'est le sponsor parfait pour tout amoureux de football et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, un VPN, c'est quoi ? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige tout votre trafic Internet via un tunnel VPN sécurisé. En d'autres termes, CyberGhost VPN vous permet de vous protéger des personnes et des sites malveillants, d'utiliser une adresse IP dans un autre pays du monde, vous permettant ainsi de voir du contenu uniquement accessible dans d'autres pays en débloquant plus de 35 plateformes de streaming, dont Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe. Ce qui veut dire que pour les amoureux du foot comme vous et moi, on peut regarder des matchs partout dans le monde grâce aux plus de 9700 serveurs répartis dans 91 pays du monde différents. Que l'on soit en déplacement professionnel, pour le plaisir, nos sites préférés ne seront jamais bloqués. Et en plus de cela, CyberGhost VPN, c'est super simple d'utilisation, compatible avec toutes les interfaces, Apple, Windows et j'en passe. Et surtout, avec un seul abonnement, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils en même temps en le partageant avec ta famille, tes amis et même ton ballon si tu le veux. D'ailleurs, CyberGhost VPN est aussi l'un des rares VPN qui ne collecte pas vos données. En gros, même ton propre VPN ne sait pas si tu as passé la soirée de la Saint-Valentin avec ta chérie à regarder un film romantique plutôt que de regarder la Ligue des Champions. Alors si CyberGhost VPN vous intéresse, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, ce qui vous permettra d'avoir moins 83% de réduction, soit 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Et pour information, c'est satisfait ou remboursé, donc si dans les 45 jours ça ne te convient pas, tu ne payes absolument rien. Sans compter la présence en ligne d'équipes support disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues, dont le français. Encore merci à CyberGhost VPN. Et donc pour les Aigles de Carthage, la saison a commencé le 22 septembre 2022 dans le cadre d'un match amical contre les Comores, victoire de 1-0 pour la Tunisie sur un but de Taha Yassine Khenissi sur une passe décisive de l'ex-Zamalkaoui Hamza Masloussi. Les statistiques malheureusement je les ai pas du tout, j'aurais bien aimé pouvoir voir la possession, les duels gagnés, les tirs de la Tunisie, mais malheureusement le site ne les donne pas. En tout cas, l'entraîneur durant toutes ces saisons, c'est le seul, l'unique, le GOAT Djalal Kadri et il joue ce match-là en 4-3-3. On a donc au cage, Béchir Ben Saïd, défenseur droit Hamza Masloussi, charnière centrale Montassar Talbi avec Bilal Hifa et défenseur gauche, arrière gauche Ali Maloul. Il joue avec un numéro 6 qui est ce match-là, il a été compliqué parce que le numéro 6, j'avais du mal à savoir si c'était plutôt Ilyas Khiri ou Aïssa Laïdouni. En tout cas, le milieu de terrain était composé de Aïssa Laïdouni, Ferjani Sassi, qui avait fait pour le coup une bonne Kering Cup et qui avait été appelé. Et ensuite, Ilyas Khiri au milieu de terrain à leur côté. On a le trio d'attaque avec Wahabi Khazri, Taha Yassine Khenissi en buteur, Wahabi Khazri qui était ailier gauche, Taha Yassine Khenissi qui était buteur. Et ensuite Seyfeddine Khaoui qui était ailier droit. Seyfeddine Khaoui qu'on ne verra plus du tout de la saison par la suite, malgré le fait qu'il avait fait de bonnes prestations en club et qu'il avait été bon. Quelques jours plus tard, 5 jours plus tard plus précisément, la Tunisie affronte dans le cadre encore d'un match amical le Brésil cette fois. Et malheureusement, grosse désillusion, 5-1 face au Brésil, défaite sur le score de 5-1. Composition de départ, on va voir d'abord les statistiques. 65% de possession pour le Brésil, seulement 35% pour la Tunisie, 7 tirs pour la Tunisie, 2 cadrés, 1 but. Et pour le coup, là où la Tunisie pouvait être fière, c'est dans les duels gagnés. 56% des duels de la Tunisie ont été remportés. Composition de départ, on a quelques changements, pas mal de changements par rapport au match contre les Comores. On a, je pense que là, Djalal Kadri essayait sa meilleure composition pour ce match contre le Brésil. Et d'ailleurs, c'est là où on verra par la suite, en Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Et j'ai l'impression que ces matchs amicaux de la Tunisie, ils ne servaient pas à préparer la Coupe du Monde.
Bref, on a Ayman Dahmen au poste de gardien. On joue en 4-3-3, je tiens à préciser. Défenseur droit, ce n'est plus Hamza Masloussi, c'est Mohamed Drager. Charnière centrale, Dylan Brown aux côtés de l'indétrônable Muntasar Talbi, pardon. Et ensuite, Ben Wennes à la place de Ali Ma'loul durant ce match-là. Au milieu de terrain, dans le 11 de départ, Ferjan Issassi est remplacé par Aylem Shahalali aux côtés d'Ilyas Khiri et Aïssel Laïdouni. Le trio d'attaque maintenant, on a Youssef Msakni, Seyfeddine Djaziri ainsi que Anis Ben Slimane. Mais voilà, malheureusement, ce match de la Tunisie a été marqué par quelques cartons, a été marqué aussi par quelques petites erreurs d'arbitrage au début qui auraient pu changer la donne pour la Tunisie. Mais dans l'ensemble, vraiment, le jeu n'était pas flamboyant de la part de la Tunisie. J'ai vu 80% de l'équipe qui manquait d'envie honnêtement et je trouvais que c'était vraiment dommage parce que sur le papier quand même quand on regarde la Tunisie il y a des joueurs qui sont incroyables. T'as quand même des mecs comme Aïssel Laïdouni, t'as Ilyas Khiri qui est nominé qui est nommé même meilleur milieu de terrain ou je sais plus si c'est meilleur milieu défensif au meilleur milieu de terrain de Bundesliga. C'est un mec qui est incroyable. Tu as des mecs comme Hannibal Al-Mejbri qui fait une saison incroyable, qui a fait une saison incroyable. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi complexer de la part de l'équipe tunisienne. Et je pense que ce qu'il leur manque malheureusement, et on a pu le constater durant cette saison, ce qu'il leur manque, c'est clairement un bon entraîneur. Ensuite, pas du tout de matchs amicaux pour la Tunisie en vue de préparer le mondial. Et c'est là où je suis fasciné. Le 22 novembre 2022, la Tunisie affronte le Danemark, peut-être le meilleur match de la Tunisie durant ce mondial où j'ai vu vraiment des bonhommes sur le terrain, où j'ai vu des mecs se donner comme pas possible. Mais malheureusement, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est le changement brusque de tactique de la part de Jalal Kadri. Tu jouais en 4-3-3 tes matchs de préparation, enfin tes matchs amicaux qui pour moi sont des matchs de préparation en vue du mondial et d'un coup tu changes complètement de composition, tu chamboules quand même un peu le système et c'est vraiment dommage je trouve de ne pas avoir une ligne directrice et à chaque fois changer. En Coupe du Monde, tu as 3 défenseurs, en matchs amicaux, hors Coupe du Monde, tu es en 4-3-3, en match de qualification à la CAN, tu es en 4-3-3, il n'y a vraiment pas de stabilité et je ne comprends pas pourquoi ce complexe de jouer avec 3 défenseurs justement durant la Coupe du Monde alors que tu pouvais très bien jouer en 4-3-3. Bref, 3-4-3 avec Ayman Dahmen au cage, pour moi c'est le meilleur gardien tunisien. Les 3 défenseurs, Dylan Brown, Yassine Meriah, Muntasar Talbi. En piston droit, tu as Mohamed Drager. Piston gauche, Ali Abdi. Les 2 milieux de terrain, Aïssel Laïdouni, Ilyas Khiri. Et ensuite, les 3 de devant, Youssef Msakni. Tu as Anis Ben Slimane en tant qu'ailier droit. Et ensuite, en tant que buteur, tu as Aïssam Djebali. Pour moi, sur le papier, c'était une belle composition. C'est une belle composition, honnêtement. Si depuis le début, tu décides de jouer, depuis tes préparations pour la Coupe du Monde, tu décides de jouer avec 3 défenseurs en 3-4-3, pour moi, la composition, elle n'est pas mauvaise. Maintenant, malheureusement, mettre un système comme ça d'entrée de jeu en 3-4-3 et attendre de la part de tes joueurs qu'il y ait la même cohésion qu'avant avec des systèmes différents, pour moi c'est un peu compliqué. Mais il n'empêche que la Tunisie, pour moi, durant ce match, avait fait un très très bon match, avait su être solide face au Danemark et j'avais vraiment été fasciné par la Tunisie. On constate quand même que 38% de possession seulement pour la Tunisie face à 62% pour le Danemark, mais les peu de fois où la Tunisie avait le ballon, pour moi, c'était pas de la possession stérile, ils s'en servaient, comme peut en témoigner le fait qu'ils aient 13 tirs, malheureusement seulement un cadré, là où le Danemark a 11 tirs, moins que la Tunisie, mais beaucoup plus de tirs cadrés, et dans les duels gagnés, 56% des duels de la Tunisie sont des duels gagnés. Donc vraiment, c'était pour moi un très bon début parce que je m'attendais le match suivant à ce que la Tunisie batte l'Australie et ensuite ils aient donc 4 points et ils fassent peut-être un match nul contre la France et ils aient 5 points et ils se qualifient par la suite pour le tour suivant. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas parce que 4 jours plus tard, le 26 novembre, la Tunisie perd sur le score de 1-0 face à l'Australie. Composition de départ quasiment trait pour trait la même que lors du match contre le Danemark, mis à part que Anis Ben Slimane est remplacé par Naïm Es-Seliti, ça n'a pas été convaincant et Naïm Es-Seliti pour moi de mémoire, il n'avait pas fait un match si fou que ça et même l'équipe en général, elle n'avait pas fait un match fou et c'est là où je m'interroge toujours sur la Tunisie. Comment c'est possible de faire d'excellents matchs contre de gros adversaires et d'arriver face à un adversaire qui est à ta portée et tu fais vraiment un match qui est à la ramasse, qui n'est pas digne d'une équipe qui arrive toujours minimum en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, une équipe qui est respectable comme la Tunisie, une équipe qui a de beaux joueurs sur le terrain. Donc franchement, je suis un peu dans l'incompréhension, mais
Mais en tout cas, ce que j'avais remarqué de ce match-là, c'est toujours ces problèmes de finition de la part de la Tunisie et où je me suis dit c'est vraiment dommage parce que ce match-là t'assurait quasiment à 70% d'être qualifié pour le tour suivant. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ensuite, 4 jours plus tard, tu affrontes l'équipe de France, une équipe de France qui est totalement remaniée, mais une équipe de France que tu arrives quand même à battre sur le score de 1-0. Et je tiens à saluer ça parce que même si l'équipe de France est quasiment totalement remaniée, je pense que 90% des équipes africaines n'auraient peut-être pas réussi à battre cette équipe de France, là où la Tunisie a réussi, sur un but de Wahabi Khazri, toujours un 3-4-3. Et c'est ça que je trouve dommage. Je trouve vraiment dommage parce que si tu avais battu l'Australie ou ne serait-ce que fait match nul contre l'Australie et ensuite tu as cette victoire, tu aurais pu être qualifié pour le tour suivant parce que la France, je pense, quoi qu'il arrive, aurait remanié son équipe et malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est vraiment là où je me dis que, par exemple, une compétition ou même un championnat en général, tu le remportes en battant vraiment les petites équipes. C'est elles qui te font rapporter le plus de points et malheureusement, ça... C'est comme je vous le dis, c'est toujours cette incompréhension tunisienne. 3-4-3, bref, on revient à la compétition. 3-4-3, on a donc Ayman Dahmen au cage, on a Yassine Meriah en défense, Montassar Talbi avec Nader Ghandri. On a en piston gauche Ali Ma'loul, en piston droit, pardon, on a Keshrida. On a toujours le même milieu de terrain pour moi qui est incontestable, l'un des meilleurs milieux de terrain en Afrique avec Aïssa Laidoun et Ilyas Khiri. Ensuite, Ben Romdan en tant qu'ailier gauche, Wahabi Khazri buteur et Anis Ben Slimane en tant qu'ailier droit, là où Naïm Street il n'avait pas été si concluant que ça. Et je trouve intéressant de mettre Ben Romdan en tant qu'ailier droit, même si je ne suis pas très fan de lui en tant qu'ailier droit et je le trouve peut-être intéressant plus au milieu de terrain, mais j'ai ressenti un mec qui courait bien plus que Youssef Msakni, même si j'avoue que des fois le fait que Youssef Msakni soit absent, on ressent son manque, mais l'implication sur le terrain c'est quelque chose que je trouve extrêmement important et que Youssef Msakni n'apporte pas toujours en sélection nationale. Le petit point statistique, on a 34% de possession pour la Tunisie face à 66% pour l'équipe de France, 5 tirs pour la Tunisie, 10 pour la France, 3 tirs cadrés pour la Tunisie, 3 tirs cadrés aussi pour la France et malheureusement l'un des matchs où la Tunisie a remporté le moins ses duels, 36% de duels remportés lors de ce match-là. La Tunisie est donc éliminée de la Coupe du Monde et peut avoir énormément de regrets et le bilan pour cette première partie de saison pour moi il n'est pas du tout bon pour la Tunisie. C'est un bilan qui est vraiment... à la limite peut-être même si je peux me permettre, sans être méchant, presque catastrophique pour la Tunisie. Ensuite, après la Coupe du Monde, pas du tout de match jusqu'au mois de mars. La Tunisie revient le 24 mars dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Double confrontation contre la Libye, la première le 24 mars, la Tunisie l'emporte sur le score de 3-0. Une Tunisie qui avait totalement dominé la Libye. 63% de possession pour la Tunisie, 24 tirs pour la Tunisie, 9 cadrés. Et 57% des duels remportés pour la Tunisie. Il y a quand même énormément de tirs. Taux de conversion, plus de la moitié des tirs ne sont pas cadrés. Mais la Tunisie qui se rassure, qui se qualifie à la Coupe d'Afrique des Nations, qui sort un 11 qui est pour moi un 11 assez entre remplaçants et joueurs titulaires. On a un 4-3-3. Comme je vous disais, il y a des compositions. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu ne joues pas en 4-3-3 lors du mondial. Jalal Kadri et ensuite tu reviens en 4-3-3 par la suite. J'ai eu l'impression qu'il y avait un total complexe ou une incompréhension totale de ma part pour l'entraîneur. Ayman Dahmen au cage, Keshrida en tant qu'arrière droit, j'ai eu du mal là. Charnière centrale, Yassine Meriah, Montassar Talbi, ailier gauche, n'importe quoi. Même s'il peut jouer ailier parce qu'il monte énormément, mais Ali Ma'loul en tant que défenseur de gauche. Ensuite au milieu de terrain on a Firas Blaharbi, à ses côtés on a Ilyas Khiri ainsi qu'Aïssa Laidouni, le trio d'attaque Youssef Msakni, le meilleur buteur de toute l'histoire, meilleur que R9 Sefeddine Jaziri, et en tant qu'ailier droit on avait Hannibal. Hannibal pour moi il avait énormément progressé quand je l'ai revu durant ce match là. Je me suis dit le gars il est incroyable, la façon dont il dribble, la façon aussi dont il n'y a plus ces dribbles inutiles, la façon dont il brise, il casse, je ne sais pas, 2-3 lignes avec ses passes, il était impressionnant. Et en plus, quand il fallait le critiquer, je le critiquais, donc quand il fait des bonnes choses, quand il s'améliore, je me dis qu'il faut avoir le courage et la bonne foi nécessaire pour admettre que le joueur s'est aussi beaucoup amélioré et ne fait plus les mêmes erreurs. Match ensuite, retour si on peut appeler ça, 4e journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. Là, c'est la Libye qui reçoit la Tunisie. Et la Tunisie est pour moi un peu plus dominée
que le match précédent, là où elle avait dominé. Là, c'est la Libye qui domine. On a une composition de départ en 4-3-3. Ayman Dahmen au cage. On a Mohamed Ragr en tant que j'ai vraiment du mal là. En tant que défenseur droit. C'est plus Montasser Talbi qui est en charnière centrale aux côtés de Yassine Meriah, c'est Nader Ghandri. Et ensuite Ali Maaloul en tant que défenseur gauche. Milieu de terrain, on a là où j'aime Hannaba Al-Mijbri, on l'a maintenant au milieu de terrain aux côtés d'Ilyas Khiri et Aïssa Laidouni. Et Ben Romdan remplace Youssef Msakni. Haïssam Jouini remplace le GOAT. Sefeddini Djaziri, et je préfère Haïssam Jouini pour le coup que Sefeddini Djaziri. Et ensuite on a Amour Layouni qui était ailier droit, qui ne m'a pas tant convaincu que ça. Haïssam Jouini qui marque d'ailleurs son but parce que la Tunisie l'emporte sur le score de 1-0, et même s'il avait pas mal de lacunes, en tout cas il termine là où je trouve qu'il y en a un qui ne termine pas du tout et qui a beaucoup de mal à terminer. Tous ne me convainquent pas honnêtement, hein. Tous vraiment. Mais pour le coup, de tous ceux que j'ai vus, l'attaquant de l'Espérance de Tunis est pour moi celui qui pour le moment me convainc le plus. Et ensuite, 2 mois plus tard, tu reviens dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Tu affrontes la Guinée équatoriale contre qui tu perds sur le score de 1-0. Et plus catastrophique, c'est que tu n'as que 2 tirs. 2 tirs et 0 cadré dans ce match-là. Donc ça démontre quand même une certaine faiblesse de la part de la Tunisie, une certaine faiblesse aussi tactique malheureusement. L'absence d'Ilyas Khiri se fait ressentir. On va lister maintenant la composition. Ayman Dahmen au cage, on a Keshrida en tant qu'arrière droit, charnière centrale Yassine Meriah aux côtés de Montasser Talbi, Ali Abdi qui marque son retour maintenant en sélection nationale, qui est défenseur gauche. Au milieu de terrain, au milieu défensif, tu avais Aïssa Laidouni, et les milieux relayeurs, tu avais Anis Ben Slimane et Hannaba Al-Mijbri. Ensuite, ailier droit, Cheikhaoui, buteur, Djebali, et ensuite Ben Romdan en tant qu'ailier gauche. Et pour moi, comme peut en témoigner le match face à l'Algérie ensuite, un partout, Montasser Talbi qui met une tête incroyable. Et malheureusement, je ne comprends pas ce changement tactique de la part de Djalal Kadri. Pourquoi jouer en 5-4-1 ? Pourquoi jouer avec 3 centraux ? Pourquoi jouer avec Hannaba Al-Mijbri au début du match en tant qu'ailier plutôt qu'en tant que milieu au cœur du jeu, quelqu'un de plutôt axial, là où il est meilleur, là où il a plus performé. Il y a certaines choses que je ne comprends pas. Il y a certaines problématiques pour moi. Le coach, le poste de numéro 9, je ne comprends absolument pas. Et c'est ce qui pour moi est le plus marquant durant cette saison en Tunisie. C'est qu'il n'y a pas de neuf qui conclut réellement, il n'y a pas de neuf satisfaisant. Il y en a peut-être certains qui se démarquent plus que d'autres, mais il n'y a pas grand-chose de satisfaisant. Et surtout, Djalal Kadri, pour moi, si la note de la Tunisie que je vais donner est mauvaise, c'est en partie parce que Djalal Kadri est mauvais. Parce que vraiment sur le terrain, tu as tout ce qu'il faut, tu as des éléments qui sont incroyables, mais malheureusement, tu ne sais pas les utiliser. Et donc, bilan statistique de la Tunisie, pour terminer cette vidéo, c'est 9 matchs joués, 4 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites, 8 buts marqués, 8 buts encaissés. C'est pas vraiment la meilleure saison de la Tunisie, et comme je vous l'ai dit, surtout en vue des éléments que tu as, la Tunisie vraiment elle a une très belle équipe sur le papier, elle a énormément de bons éléments, mais malheureusement le coach ne les utilise absolument pas bien. Donc honnêtement pour moi cette saison de la Tunisie, je vais peut-être être méchant, mais de ce que j'ai vu, c'est plutôt une mauvaise saison malheureusement. Je donnerais même pas la moyenne, je donnerais un 4,5 sur 10 pour la saison de la Tunisie. Ce qui veut absolument pas dire, ne soyez pas susceptibles les gars, ne le prenez pas mal du tout. La Tunisie est qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais à cause de la défaite contre la Guinée équatoriale, deuxième de son groupe, éliminée d'une très mauvaise façon de la Coupe du Monde, de façon incompréhensible. Il y a aussi la défaite contre le Brésil. Il y a pas mal de choses qui font tâche sur cette saison pour la Tunisie. Ce qui me fait donner cette note, ça ne veut pas dire que l'équipe tunisienne, l'histoire de la Tunisie est mauvaise, mais entre septembre 2022 et juin 2023, pour moi la Tunisie n'a pas été très satisfaisante, et j'attends mieux de la part de la Tunisie en Coupe d'Afrique des Nations, et je sais que la Tunisie fera largement mieux en Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont habitués à passer les phases de groupe ces dernières années, à toujours se qualifier. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur le bilan de la Tunisie saison 2022-2023. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre bilan dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.